Il nous reste un intervenant. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a été extrêmement patient. C'est Olivier Salès, directeur des études économiques au cabinet PwC. Olivier Salès, bonsoir. Olivier Salès est donc directeur des études économiques au cabinet PwC. Il a réalisé, à la demande de l'ISEA, une étude sur l'impact socio-économique de la LGV. Je vous propose de lui laisser la parole. On voit bien, Olivier, qu'à travers les débats qui ont été riches, que bon, cette LGV, on en attend beaucoup, mais on en attend aussi des choses contradictoires. J'aimerais avoir votre lecture de tout ce qui s'est dit, et puis peut-être en synthèse, et en 10 minutes, pas plus, ce qui se dégage de vos études. Vous avez étudié toutes les lignes LGV en Europe. Alors, pas toutes les lignes LGV, les plus représentatives, une dizaine de lignes représentatives en Allemagne, en Espagne, en France aussi, même des lignes en dehors de l'Europe, au Japon, pour comprendre un peu quelle était la diversité des modèles économiques des LGV et comprendre surtout qu'est-ce qui marche pas, pourquoi il y a des LGV qui fonctionnent, pourquoi d'autres ne fonctionnent pas. Donc aujourd'hui, ça nous a permis de construire une vision assez claire du modèle économique de la LGV et de voir notamment dans le cas de la LGV SEA, les conditions, quelques conditions de succès et surtout comment le modèle économique peut être viable. Je pense qu'on a beaucoup parlé du modèle économique de différentes manières dans ce débat, de manière très intéressante, parce qu'il y a des acteurs du monde de l'entreprise, du monde politique qui se sont appropriés ce sujet. La SNCF également a apporté sa contribution. Et aujourd'hui, on est dans une confrontation d'idées sur ce modèle économique qui reste quand même aujourd'hui interrogé et il n'y a pas forcément encore de réponse claire. Alors, je ne prétends pas apporter une réponse claire, mais essayer d'alimenter le débat justement avec ce que l'expérience de ce qui a pu être observé ailleurs apporte et nourrit. Donc, tout d'abord, je pense que la LGV, c'est un outil extrêmement puissant de mobilité. Donc ça, on l'a dit, tout le monde le perçoit, parce que tout le monde, quelque part, a envie d'avoir une LGV, un TGV qui passe dans sa ville. Mais c'est un outil très, très sensible. Donc ça, c'est important aussi. Il n'y a pas d'effet magique du TGV. Ce n'est pas parce que le TGV va passer dans une ville que brutalement, va y avoir un dynamisme économique, un boom économique. Ce qu'on a observé, c'est qu'il faut que les territoires se préparent. Ça, c'est une des premières conditions. Donc, je pense qu'ici, on est dans une région, on est dans des villes ici qui sont déjà bien habituées au TGV et qui se sont déjà bien préparées, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que la LGV, ce n'est pas juste quelque chose tout seul dans son coin, c'est un outil qui s'inscrit dans un système de mobilité global. Donc mobilité avec les autres modes de transport, type TER, on en a parlé, avec aussi la voiture. Donc ça, c'est important. Il faut que la LGV soit accessible et donne un accès à des systèmes de transport plus capillaires. C'est une artère, une LGV. Donc derrière, il faut que le système capillaire qui alimente les territoires en profondeur soit correctement interfacé avec cette infrastructure. Il faut aussi que les villes traversées par le TGV, ça on l'a observé aussi, disposent de bonnes infrastructures dans tous les domaines. Infrastructures télécom, infrastructures de transport local, pour que les entreprises aient un intérêt à rester et à se développer. Il faut aussi évidemment qu'il y ait une dynamique économique préexistante. Quand on a étudié les LGV, notamment en France, on a vu que quand le TGV s'est arrêté au Creusot, il n'y avait pas suffisamment de dynamique pour que ça change quoi que ce soit sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment important, parce que si le territoire n'est pas prêt, on observe à chaque fois finalement qu'il n'y a pas de demande qui va pouvoir être réalisée, et le TGV ne va pas servir à grand-chose. Après, évidemment, l'autre élément dont on a beaucoup parlé, c'est l'offre. C'est vraiment la façon dont l'offre va être mise en place par le fournisseur du service de transport, en l'occurrence la SNCF ici, qui est déterminante pour que la mobilité permise par le TGV puisse exister. Et cette offre, elle n'est pas juste liée à la réduction de vitesse, elle est liée au mix entre la réduction de vitesse et la fréquence. La fréquence est tout aussi fondamentale que la promesse de réduction du temps.
Aujourd'hui, les LGV qui marchent le mieux en Europe, ce sont les LGV qui fonctionnent en mode navette. C'est ce qu'on observe aussi d'ailleurs dans le transport aérien au niveau français. Air France a changé son modèle économique quand ils sont passés en mode navette. Aujourd'hui, quand vous prenez l'avion pour aller à Bordeaux, par exemple, vous n'avez pas forcément en tête que c'est l'avion de telle ou telle heure. Vous savez qu'il y a un avion régulièrement qui a plus d'une vingtaine de liaisons par jour pour pouvoir relier la métropole de Bordeaux. Et le TGV, c'est pareil. On a étudié le cas du Thalys entre Paris et Bruxelles. C'est presque un métro, en fait. Si on prend le cas des TGV en Espagne, on a des espèces de super TER, finalement, que les gens vont prendre pour des migrations pendulaires. Donc, à chaque fois, le succès de la LGV est possible quand le bon mix vitesse-fréquence est offert par le transporteur. Alors, si j'arrive maintenant sur le cas de la LGV SEA, je pense que si on veut comprendre son modèle économique, et là en prenant, je dirais, de la hauteur par rapport à tout ce réseau de transport haute vitesse ferroviaire européen, la LGV SEA, ce n'est pas juste la LGV entre Paris et Bordeaux. Évidemment, elle va relier les deux métropoles de manière beaucoup plus proche. Elle va aussi permettre un report de l'avion vers le train, qui est la condition pour que ça fonctionne. Mais c'est la pièce centrale d'un réseau de transport européen qui permet de relier le nord de l'Europe au sud-ouest de l'Europe, à l'Espagne, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est important parce que, évidemment, c'est bénéfique pour l'Espagne, c'est bénéfique pour le reste de l'Europe, mais c'est bénéfique pour les territoires traversés. Pourquoi? Parce que finalement, cette LGV, quand on la regarde, elle est assez unique en son genre en Europe, parce qu'il y a une infrastructure, effectivement, entre Tours et Bordeaux, qui est sans arrêt. Mais cette infrastructure n'est pas seule, elle est reliée à de maints endroits, je n'ai plus le nombre exact en tête, mais elle est reliée de manière très importante à l'ancienne ligne et à tous les territoires de la façade atlantique. Et ça, c'est vraiment une chance parce que ça permet d'avoir un effet de capillarité. Ça permet en fait aux territoires traversés par capillarité de bénéficier de ce qu'on appelle en économie un peu pompeusement des effets positifs de réseau. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'au-delà des discussions aujourd'hui difficiles sur les problématiques de fréquence, d'arrêt ou pas d'arrêt, quoi qu'il en soit, le modèle économique va évoluer parce que le fait de relier plus rapidement Bordeaux, et surtout, on l'a dit tout à l'heure, le président Roussel l'a dit tout à l'heure, si Bordeaux n'est pas un cul-de-sac, c'est-à-dire si effectivement l'ambition d'un réseau européen est matérialisée, il y aura des effets positifs de réseau qui se ressentiront partout et qui se ressentiront bien sûr dans des villes comme Poitiers. Et ça, c'est encore une fois les exemples européens qui nous le montrent. C'est-à-dire que dans le temps un peu long, certes, mais dans le temps, on observe des effets positifs, vertueux, qui permettent de rééquilibrer des territoires. On parlait par exemple de Poitiers tout à l'heure et de la sensibilité de Poitiers à être proche de Paris. On peut imaginer que la future LGV va permettre aussi à Bordeaux de se rapprocher de Poitiers. Donc il y a des effets vertueux qui pourront être permis par cette infrastructure. Ce qui est important aussi de considérer, pour que le modèle économique de cette infrastructure fonctionne, il faut que plusieurs briques rencontrent des conditions de succès. La première brique, je suis un peu désolé de le dire, c'est qu'il faut quand même que l'axe Paris-Bordeaux, qui est un peu le tronçon central de cette infrastructure, rencontre le succès de son modèle économique. Pour qu'il rencontre le succès de son modèle économique, il faut que le transfert de l'avion vers le train fonctionne et donc que les conditions d'exploitation de la ligne soient équivalentes à ce qu'on peut avoir aujourd'hui en prenant l'avion. Ça, c'est un point. Et si ce modèle économique fonctionne, le modèle économique, les briques au-delà de ce tronçon central fonctionneront pour le reste des territoires. Donc, effectivement, il y a des discussions techniques dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que je ne suis pas le meilleur spécialiste sur les problématiques de desserte, d'horaire. Mais si les conditions finalement de desserte de Poitiers et des arrêts environnants restent raisonnablement, ne se dégradent pas raisonnablement, à ce moment-là, le succès du tronçon central plus une desserte correcte du reste du territoire, une réflexion aussi sur l'intermodalité avec les TER, va permettre finalement potentiellement à cette ligne de rencontrer le succès de son modèle économique. Mais voilà, pour financer cette infrastructure,
il faut que le tronçon central soit exploité à la hauteur de l'infrastructure. Pour résumer, on pourrait dire qu'il faut que la façon dont les trains vont circuler sur cette ligne soit à la hauteur de l'ambition de l'infrastructure initiale. En économie, quand on construit des infrastructures, il faut les financer par le service qui va être proposé dessus. Il faut travailler, la SNCF sait très bien le faire, sur différentes proportions à payer des voyageurs. On sait très bien que le TGV fonctionne d'une part parce qu'il y a des voyageurs qui sont prêts à payer un certain prix pour la réduction du temps et la fréquence. Donc c'est plutôt les voyageurs professionnels. Ces voyageurs-là vont payer quelque part le coût fixe de cette infrastructure. Et c'est parce que ces voyageurs sont capables de payer ce coût fixe que derrière, il est possible de proposer, sur la base de tarification plus marginale, c'est ce que la SNCF fait depuis des années, et ses collègues en Europe, c'est le yield management, ça s'appelle. C'est parce que ce modèle fonctionne que toutes les clientèles de loisirs, les familles qui veulent se retrouver, etc., peuvent utiliser le TGV. Et également, c'est ce qui permet d'offrir des dessertes supplémentaires, à condition de ne pas casser le modèle économique du TGV. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire rouler du TGV de la même façon qu'un TER. Sinon, ça ne marche plus. Enfin, ça n'a pas de sens économiquement. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que, moi, quand j'ai abordé ce sujet, c'est vraiment ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des conditions de base, on en a parlé, et il faut que l'infrastructure qui soit construite rencontre le bon service proposé dessus. Sinon ça ne fonctionne pas. Et là, on a une infrastructure ambitieuse. Ça, c'est un point important. Donc, il faut que le service proposé sur cette infrastructure soit à la hauteur de cette infrastructure. Olivier Salès, merci. C'était bien de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qui a été dit. On arrive au terme de ce débat. On remercie tous nos intervenants. On espère en tout cas que ces 2 heures que l'on a passées ensemble vous ont éclairé sur les enjeux économiques et territoriaux de la LGV. On vous invite à poursuivre la soirée dans la salle qui est juste à la sortie de l'amphi. Vous avez un cocktail et un buffet qui vous attend. Bonsoir.